à Raphaël Enthoven, le philosophe maintenant célèbre et renommé, en tout cas sur ces domaines, d'intervenir. Raphaël a écrit un livre qui s'appelle L'esprit artificiel, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur la table en sortant. Ce livre nous apporte finalement une matière à réflexion sur les grands axes de nos travaux autour de l'IA responsable. Donc on retrouve le lien par rapport à l'IA responsable et certainement l'IA et le travail cher à Guy Mahoumani. Donc si l'IA parvenait à formuler des questions philosophiques complexes et à réfléchir de manière critique sur des concepts abstraits, pourrait-on la considérer comme un robot philosophe? Donc ça soulève un certain nombre de questions. Et donc on va laisser Raphaël Enthoven nous parler de ce sujet et nous donner son point de vue. Et je compte sur vous pour les questions. Donc l'intervention de Raphaël sera d'une vingtaine de minutes et une dizaine de minutes consacrées aux questions avant de passer aux questions de l'Assemblée générale. Je vous remercie. Merci. Oh, voilà, ça marche. Merci beaucoup. Merci de cet accueil. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. Juste un mot d'ailleurs, parce que je n'avais pas prévu de commencer comme ça, mais sur le terme d'IA responsable. Non, c'est bon. C'est moi qui parle. Non, sur le terme d'IA responsable, c'est intéressant. Il ne s'agit pas, parce que l'expression peut être entendue au sens où il faudrait être responsable dans l'utilisation de l'IA, faire attention à ce qu'on fait, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il faut faire gaffe à la façon dont on s'en sert, etc., etc. Mais on peut aussi l'entendre comme l'idée que l'intelligence artificielle ne nous permet pas de faire l'économie de notre responsabilité. Et c'est ça qui est intéressant ici. Prenons le cas d'un médecin, par exemple. Et après, je pars sur le livre, hein, c'est promis, mais juste ça me paraît intéressant. Prenons le cas d'un médecin. Un médecin, aujourd'hui, grâce à l'IA, se voit nanti de capacités prédictives absolument extraordinaires. Absolument extraordinaire. L'un des domaines où l'IA a le plus changé la donne, c'est incontestablement la médecine. Le médecin est doté de capacités prédictives absolument invraisemblables. Mais les informations dont dispose un médecin ne lui permettent pas, ne lui font pas faire l'économie de sa propre responsabilité dans l'adoption d'une décision thérapeutique. Ce que je veux dire, c'est que la quantité d'informations dont on dispose ne suffit pas à dissoudre la responsabilité individuelle dans le choix qui est fait. Idem, par exemple, pour les questions de recrutement. On pourrait considérer que les CVTech sont caduques avec l'arrivée de l'IA, bien sûr, sauf qu'on ne fait pas l'économie d'une rencontre, d'une discussion et de l'épreuve d'une singularité. C'est en cela qu'on peut parler d'IA responsable, non pas au sens où il faudrait opposer la responsabilité aux prouesses de l'IA, mais au sens où l'IA elle-même impose de repenser la notion de responsabilité et de considérer qu'on n'en fait pas l'économie. C'est pas parce que l'IA est là que nous sommes moins responsables de nos décisions comme de nos gestes. Alors, je m'empresse d'abord de préciser. Avant ça, voyez, sur la question de l'IA, me paraît, c'est une révolution. C'est une révolution, évidemment, qui bouleverse, qui impacte tous les champs, tous les domaines de compétences. C'est une révolution extraordinaire. Mais, comme toutes les révolutions, elle impose, en son émergence, que l'on en pense les limites, que l'on en fixe aussi les limites, que l'on en saisisse les limites. Pas simplement les limites morales, mais les limites concrètes. Jusqu'où l'IA peut-elle aller trop loin, en somme ? Et c'est cette question qui a dicté le livre que j'ai écrit. Je m'empresse de préciser que la différence entre vous et moi, c'est que pour certains de vous, vous êtes des spécialistes de l'IA. Moi, je ne suis qu'un consommateur, si vous voulez, et un prof de philo un peu sceptique. Et surtout, j'ai été élevé dans une tradition qui est la tradition du spiritualisme français, qui est une tradition qui insiste sur le fait que l'esprit humain ne peut pas faire l'objet d'une mise en équation. Ce qui fait que nous sommes des humains ne peut pas faire l'objet d'une mise en diagramme. On ne peut pas faire le tour de notre humanité à coup d'explications. C'est une tradition qui part de ce principe. Et je n'ai fait qu'appliquer les règles de cette tradition à la question de l'IA. Le livre est né également d'une deuxième chose, enfin d'une anecdote plus concrète. En juin 2023, j'ai passé le bac philo contre ChatGPT.
J'avais passé le bac philo sous tous les supports. C'est le malheur du prof de philo, ça. C'est chaque année, vous repassez le bac. Donc ça fait 30 ans que je passe le bac philo. J'avais jamais affronté une machine. Ce qui s'est passé est intéressant. Le sujet était « Le bonheur est-il une affaire de raison ?» Et, petit détour par la philosophie, vous savez qu'en philosophie, et ce qui fait tout l'intérêt de la méthode en philosophie, c'est qu'il faut, face à un sujet de dissertation, trouver la problématique. Or, comment est-ce qu'on trouve la problématique en philosophie? En analysant les termes du sujet. Sur le bonheur est-il une affaire de raison, c'est pas très compliqué. L'analyse des termes du sujet vous conduit assez vite à constater que le bonheur est un sentiment et que donc, à cet égard, il peut difficilement faire l'objet de la rationalité. Donc, vous voyez, en philo, vous avez une question, le bonheur est-il une affaire de raison? Vous travaillez la question en introduction et vous obtenez la problématique. Si le bonheur est un sentiment, comment peut-il faire l'objet de la rationalité? C'est-à-dire que la problématique, c'est l'art de faire saillir, de manifester ce qui pose problème dans la question qu'on vous pose. Connaissez-vous un exercice plus important et plus formateur? Il n'y en a pas. C'est fondamental. Or, le jour du bac, qu'a fait la machine? Qui avait reçu un prompt extrêmement précis de 2 pages, quantité de recommandations en amont de l'exécution de sa tâche, un prompt extrêmement précis qui contenait à peu près toutes les qualités qu'on trouve dans une bonne copie de philo, c'est-à-dire qui lui recommandait d'être interdisciplinaire, d'être clair, d'être éloquent, d'être prof de philo, bref. Et le résultat de la copie était nul, enfin le résultat de la machine était nul, bizarrement. Le résultat de la machine était nul, il n'y avait pas de problématique. Et la machine s'est contentée de lister la totalité des doctrines du bonheur qu'elle a rangées dans 3 tiroirs indifférents. Le 3e aurait pu venir avant le premier. Et elle a conclu en disant que le bonheur pouvait être affaire de raison, mais pas que. C'était vraiment de la merde. De la merde parfumée, parce qu'il y avait du savoir dedans, si vous voulez. Mais c'était de la merde. À partir de là, la question que je me suis posée, c'est la question de savoir si les machines sont temporairement ou durablement incapables de formuler une problématique, et au-delà, la question de savoir si les machines pensent. Alors, voici l'heure d'une confession, la minute d'une confession. Quand j'ai écrit ce livre, je faisais, et je fais toujours, si grand cas du métier de prof de philo, que j'ai tendance à considérer que la nature de l'enseignement transmis par un prof de philo est d'une certaine manière intransmissible, c'est-à-dire qu'un prof de philo est irremplaçable. Et que donc, pour ces raisons, une machine est durablement incapable de constituer une problématique. En réalité, et je dois à l'honnêteté de le dire, le prompt qui avait été rédigé le jour du bac était fort mal rédigé. Fort mal rédigé. Et on peut, avec un prompt mieux rédigé, parvenir à l'apparence d'une problématique, c'est-à-dire à une opposition des termes entre eux. Et alors, la question qui se pose à partir de là, c'est la machine peut-elle penser? Les machines pensent-elles? Et je maintiens que même si une machine peut avantageusement rédiger une dissertation de philosophie, nous ne sommes pas là dans la pensée. De la même façon qu'il est aisé pour un automate d'imiter chacune des émotions humaines sans pour autant les éprouver. Ce n'est pas la même chose. Une chose est d'avoir un comportement, tout autre est d'être celui qui a ce comportement. Tout autre est que le comportement que vous ayez vous soit dicté par vous-même plutôt que par une recommandation exogène. 3 points, très rapidement, parce que j'ai peu de temps, ce qui est un peu frustrant, permettez-moi de vous le dire quand même. Mais bon, c'est le matin. 3 points pour lesquels, à mon sens, il y a hétérogénéité des règnes entre la machine et l'humanité. La question de l'apprentissage, la question de la mémoire et la question de la simplicité. Sur l'apprentissage, d'abord, on revient un tout petit peu en arrière, dans l'excellent livre de Yann Lequin, Quand la machine apprend, Yann Lequin qui est l'inventeur de l'IA, qui travaille chez Meta aujourd'hui, enfin, l'un des inventeurs de l'IA, Yann Lequin raconte qu'à l'origine de l'IA, il y a un mollusque dont on a étudié le comportement. Le mollusque s'appelle Aplysie, A-P-L-Y-S-I-E. Et c'est un mollusque dont on a... Alors,
quelques centaines de neurones. Hein, l'intelligence n'est pas son point fort. Mais c'est un mollusque dont on observe, c'est très intéressant, que quand on le gratouille, il se contracte, comme s'il y avait un danger. Et puis quand on reproduit le geste, il se contracte de moins en moins. Le geste est identique, la réaction est différente. Pourquoi ? Parce que le mollusque a cessé d'associer le gratouillis à la possibilité d'un danger et, pour cette raison, n'éprouve plus le besoin de se contracter. Il s'est adapté. Nous sommes ici en présence d'un modèle rudimentaire d'adaptation synaptique. Et l'IA est conçue sur le modèle de l'adaptation synaptique. Par exemple, là encore, pour revenir à des fondamentaux, pardon de vous donner des exemples si primitifs, mais enfin, ce sont ceux de Yann Lequin. Pour qu'une IA reconnaisse une girafe sur une photo qu'elle n'a jamais vue, on va la gaver de photos de girafe jusqu'à ce qu'elle l'identifie sur une photo qu'elle n'a jamais vue, et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est que c'est de cette manière que nous fabriquons, grâce à l'IA, des outils prédictifs qui nous secondent merveilleusement dans l'exécution de quantité de tâches et qui devancent pour nous quantité de problèmes. Pourquoi ? Parce que le travail de l'IA, l'apprentissage de l'IA, le learning de l'IA, consiste à ne pas être surpris par ce qu'on n'a pas encore vu. À doter une machine de la possibilité de n'être pas surprise par ce qu'elle n'a pas encore vu. Et c'est ainsi qu'on peut concevoir des outils qui nous secondent et des outils prédictifs. Or, peu de philo. Quel est le point de départ de la philosophie ? Le commencement de la philosophie, c'est Aristote qui le dit, c'est l'étonnement. Mais l'étonnement dont procède la philosophie, ça n'est pas l'étonnement devant ce qui est étonnant. Parce que ça n'est pas étonnant. Ben oui, il n'y a rien d'étonnant à s'étonner d'un truc étonnant. Si l'une de vous se mettait soudain tout nu, là, marcher sur la scène, on serait étonné. Et ce qui serait étonnant, ce serait qu'on ne s'étonne pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, s'étonner d'un truc étonnant, c'est banal. L'étonnement en philosophie, ce n'est pas l'étonnement devant ce qui est étonnant. C'est l'étonnement devant ce qui est ordinaire, devant ce qui est familier, devant ce qui est banal, devant ce qu'on a l'habitude de voir. Le travail en philosophie consiste à renouer, c'est l'expression est de Bergson, elle est magnifique, avec une façon virginale de voir, d'entendre et de penser. Autrement dit, le travail en philosophie consiste à être surpris par ce qu'on a l'habitude de voir. Si je résume, le travail de l'IA consiste à ne pas être surpris par ce qu'on n'a pas encore vu. Le travail en philosophie consiste à être surpris par ce qu'on a l'habitude de voir. Les directions sont totalement opposées, totalement antagoniques. J'en veux pour preuve le fait que les meilleurs philosophes font en général profession d'ignorance, comme Socrate, qui professe qu'il ne sait rien, mais il sait au moins cela. Ils font profession d'ignorance, car ce qui compte n'est pas tant la transmission d'un savoir que la transmission d'une capacité. Et justement, en parlant de capacité, j'en viens au deuxième point qui me paraît séparer durablement l'IA de l'humanité. La question de la mémoire. Et j'en appelle à des souvenirs désagréables. Nous avons tous, ici, dans cette salle, vraisemblablement connu des veilles d'examen. Ben oui, on a tous eu la chance, ce que je veux dire, on a eu cette chance. On a tous eu la chance de passer des examens et de connaître les veilles d'examen. Or, vous savez bien, comme moi, que la veille de l'examen, on a l'impression de plus rien savoir. Oh putain, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Les comédiens connaissent ça aussi, la veille d'une première. Oh, j'ai l'impression de plus rien savoir. Quelle folie! Quelle folie! Et il y a ce vertige qui nous saisit. D'où nous vient ce vertige? Ce vertige, si familier à chacun de nous vient du fait que la veille de l'examen, on a peur, on est stressé, on est inquiet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On rêve d'une présentation synoptique de tout le savoir disponible. On voudrait une présentation panoramique de tout le savoir acquis par les révisions. Autrement dit, on voudrait que notre mémoire fonctionne comme la mémoire d'un ordinateur et nous présente la totalité du savoir disponible pour le lendemain. Or, évidemment, nous n'en sommes pas capables. Et l'écart entre ce que nous voudrions avoir sous les yeux et ce que nous sommes capables de nous représenter provoque
ce sentiment si familier de ne plus rien savoir. Alors que le lendemain, comme par hasard, si vous avez bossé, si vous avez révisé, si vous avez appris votre leçon, comme par hasard, comme on dit, ça revient. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça revient, et pourtant, ce n'était nulle part. La mémoire humaine n'est pas une affaire de stock ou de capacité, n'est pas une affaire de stock, c'est une affaire de capacité. La mémoire humaine n'est pas une affaire de stock, c'est une affaire de capacité. La mémoire humaine, c'est comme un comédien qui retrouve son texte à mesure qu'il joue, ou comme un élève qui retrouve les réponses à mesure que les questions lui sont posées. La mémoire humaine, retenez ceci, et c'est Bergson qui l'explique dans Matière et mémoire, l'expression est importante. La mémoire humaine, c'est une conservation sans conservatoire. C'est toute la différence entre un cerveau humain et un cerveau de silicium. Nos souvenirs sont d'une nature qui ne permet pas de les identifier à l'intérieur même du cerveau. Le cérébral et le mental ne sont pas juxtaposables. La mémoire humaine est affaire de capacité plus que de stock. Et en cela, les deux mondes sont totalement hétérogènes. Et le dernier point qui me paraît intéressant, c'est la question de la simplicité. Bien souvent, mes interlocuteurs me disent, certes, par exemple, la machine ne peut pas faire de philo, ou c'est pas brillant le résultat, mais c'est une question de complexité en somme. C'est-à-dire que dans quelques mois, quelques semaines, c'est imminent, l'acquisition d'une complexité supérieure lui permettra d'y parvenir. C'est-à-dire, en fait, on présume que c'est notre complexité qui nous met temporairement hors d'atteinte de l'IA. Or, ce n'est pas la complexité qui nous sépare de l'IA. Tout ce qui est complexe est à portée de technique. Tout ce qui est complexe est à portée de technique. Croire que le monde n'est que complexité, c'est mettre avantageusement le monde à portée de notre intelligence. Quand on dit les choses sont infiniment complexes, on croit qu'on est modeste. En réalité, comme tout ce qui est complexe peut faire l'objet d'une préhension par la technique, on met le monde à notre portée en décrétant sa complexité. C'est beaucoup plus compliqué que la complexité de parler de simplicité. Ça n'est pas notre complexité qui nous sépare de la machine, c'est notre simplicité. Et comme j'ai peu de temps, j'appelle simplicité en peu de mots. Tout ce qui, dans la vie, ne s'explique pas sans se perdre. Comprenez-moi, tout ce qui existe reçoit une cause. Et par conséquent, tout ce qui existe peut recevoir une explication. On peut déplier l'arsenal des causes ou la concaténation des causes qui préside à un phénomène. Tout ce qui existe reçoit une cause. Mais il est des faits dans la vie, ou des choses, ou des sentiments dans l'existence, qu'on n'explique pas sans les perdre, ou dont on ne dit pas grand-chose quand on se contente de les expliquer. Le meilleur exemple et le plus familier qu'on puisse prendre, c'est l'amour, tout simplement. Imaginez par exemple, sans être désagréable, que votre conjoint ou votre conjointe vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez. Et que vous, malheureux, vous répondez, c'est mort. Enfin, c'est mal parti, quoi. C'est mal parti, pourquoi? Parce que, et ça nous paraît une évidence, c'est ça qui est important. C'est mal parti, pourquoi? Parce que quelle que soit la raison qu'on donne au sentiment qu'on éprouve, le sentiment paraît soluble dans la dissipation de la raison qu'on lui a donnée. Si vous dites à votre conjoint « je t'aime parce que tu es beau », il vous dit « oui, mais si j'ai la petite vérole, je t'aimerais moins ». Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites « je t'aime parce que tu es riche », vous êtes un mufle, « je t'aime parce que tu es original ». Oui, mais si on s'emmerde, vous voyez ce que je veux dire? On aime parce qu'on aime. On aime parce qu'on aime. L'amour est une élection massive et indivise qu'aucune explication ne sature. On ne peut pas expliquer ou plus exactement, on peut expliquer un sentiment, mais ce qu'on dira du sentiment quand on l'explique, c'est peu de choses à côté de ce qu'il est. Et c'est ça que j'appelle la simplicité.
C'est ça que j'appelle la simplicité. Comprenez ceci, la totalité de nos comportements peuvent être mise en diagramme. Prenons par exemple une scène de séduction. Vous pouvez vous repasser le film d'une scène de séduction, compter le nombre d'adjectifs, de tentatives, d'audace, de tremblements, etc. Tout mettre en diagramme et en tirer peut-être des enseignements. Mais vous serez à des années-lumière de ce qui s'est véritablement passé entre deux êtres. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui résiste en profondeur. Et en vérité, à travers ces trois exemples de l'apprentissage, de la mémoire ou de la simplicité, je ne fais que reprendre le propos d'un philosophe, Henri Bergson, qui est mort en 1941, qui n'avait pas l'idée de l'IA. Mais ça, c'est tout l'intérêt de la philo, du moins c'est mon pari, c'est que la philo ne fait pas de progrès, si vous voulez, contrairement aux autres sciences. On a fait des progrès en astronomie, en maths, en ce que vous voulez, en IA, bien sûr. Mais en revanche, en philo, on n'a pas fait mieux depuis Platon. Donc la philo ne fait pas de progrès. Et pourquoi la philo ne fait pas de progrès? Parce que l'humanité ne fait pas de progrès. Alors, techniquement, nous faisons des progrès considérables. Moralement, on en est encore au génocide et au pogrom. Si vous voulez, donc l'humanité ne fait pas de progrès, la philo ne fait pas de progrès. L'intérêt, c'est que les questions brandies par des philosophes il y a 2000 ans trouvent toute leur pertinence face à des problématiques apparemment contemporaines. Et je veux insister sur ce point, et j'en finis après. En général, quand on se dit les machines vont nous grand remplacer demain matin, en gros, hein, vous voyez la tonalité, si vous voulez, celui qui dit ça vit sa prédiction comme une modestie. C'est-à-dire, c'est une façon de dire on va être moins fort que les machines. Donc je suis modeste. L'homme est grand remplaçable par les machines. Celui qui dit ça dit qu'il est modeste, enfin se vit comme modeste. En réalité, considérer que les machines vont pouvoir nous grand remplacer, c'est-à-dire que l'humanité est accessible à la machine, considérer que l'humanité est accessible à la machine n'a rien de humble. N'a rien de humble. Quelle est, dans l'inconscient collectif, l'instance qui a donné le jour à des êtres qui sont suffisamment libres pour lui dire merde? C'est Dieu. En nous rêvant capables de produire des objets autonomes, nantis d'une conscience, nous nous prenons tout simplement pour Dieu. Et nous représentons cette position de principe comme une modestie. C'est extraordinaire. On a inventé la modestie de se prendre pour Dieu. Et voilà, j'ai fini là-dessus. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention brillante et qui nous éclaire effectivement sur votre livre et la manière dont on peut interpréter, comprendre, mieux comprendre cet ensemble assez complexe qui est notre vie, nos envies et l'intelligence artificielle. Quelques questions dans la salle probablement. Guy. Bien, moi, j'ai lu le livre déjà, hein. Je l'ai beaucoup apprécié. D'abord, pour une raison simple, c'est que d'habitude, je lis des livres de Yann Lequin, Laurence de Villers, Louis Julia, donc de spécialistes. Donc, pour une fois, je me suis lancé sur plutôt de la philosophie de l'IA qu'autre chose, et que d'habitude, les gens qui ne connaissent rien à l'IA ont une vision apocalyptique de l'IA. Je pense par exemple à Éric Sadin, qui est un philosophe, je qualifierais de pseudo-philosophe, et qui a une frayeur par rapport à l'IA, un catastrophisme. Alors ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que pour une fois, justement, quelqu'un qui est de l'extérieur, qui est un philosophe, a une vision plutôt réaliste de l'IA. Et ce que j'ai aimé, je voudrais que vous le détailliez, c'est votre conclusion. D'ailleurs, c'est la conclusion du livre aussi, ce parallèle entre les gens qui voient l'intelligence artificielle générale et le golem, Frankenstein, et cette puissance en fait qu'ils veulent attribuer à l'IA et qui est intéressante. Mais oui, parce que dans la deuxième partie du livre, je me pose la question de savoir non pas quand les machines vont nous grand remplacer, mais d'où nous vient cette inquiétude.
D'où nous vient cette inquiétude? De façon générale, c'est une méthode de philosophe, c'est-à-dire une méthode de généalogiste. Quand vous faites de la philo, vous ne vous demandez pas si Dieu existe, vous vous demandez d'où nous vient le désir de croire en lui. C'est comme ça qu'on travaille, le plus souvent. Donc effectivement, je ne me demande pas quand ça va arriver, mais d'où nous vient cette vieille crainte. Pourquoi cette vieille crainte? Parce qu'en fait, et votre question me donne l'occasion d'y revenir, parce que du mythe de Pygmalion jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par le golem, Pinocchio, Terminator, les droïdes dans Star Wars, iRobot, etc., 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 les exemples sont innombrables. Nous n'avons jamais cessé de mettre en scène le moment où on allait se faire déposséder par nos possessions. Et la crainte d'être grand remplacé précède de très très loin l'arrivée de l'IA. Que l'arrivée de l'IA dope cette crainte et la remette au goût du jour, ça n'est pas douteux. Mais cette inquiétude, l'honnêteté commande de prendre acte du fait qu'une telle inquiétude est en elle-même vieille comme le monde. C'est comme les gens qui vous disent « c'était mieux avant ». Toutes les époques de la planète contiennent des gens pour dire que c'était mieux avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont ces choses qui croient qu'elles changent alors qu'elles ne changent pas. C'est comme par exemple les candidats à la présidentielle qui sont candidats du changement. Le seul truc qui ne change pas en politique, c'est que quand tu es candidat à la présidentielle, tu es candidat du changement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'invariants. Il y a plus d'invariants que nous ne pensons. Sous l'apparence des altérations pelliculaires que la technique impose à nos existences, il y a des invariants. Et ces invariants nous autorisent, je crois, à nous servir des philosophes pour penser, des philosophes morts depuis 2500 ans, comme Platon, pour penser des phénomènes contemporains sans le faire, sans être hors sujet. Monsieur. Blade Runner, par exemple. J'ai oublié de citer Blade Runner. Mais voyez le nombre d'exemples où nous mettons en scène le moment où la machine nous remplace, nous surmonte, s'empare de nos destins. Monsieur. Bonjour. J'aime beaucoup votre réflexion, mais je voulais revenir sur quelques points. Je suis spécialiste de l'IA, donc pas philosophe, mais sur vos 3 arguments, rapidement. Donc, le premier, c'est l'apprentissage. Et en fait, ça donne l'impression que... enfin, ça ne donne pas l'impression. Vous parlez de l'apprentissage un peu ce qu'on appelle supervisé. D'accord? Donc, ça veut dire on a des exemples. Mais aujourd'hui, en fait, c'est plutôt génératif. Donc, ça crée, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, des nouvelles choses. Et je peux dire que quand je demande d'écrire un poème sur quelque chose d'assez simple, même si peut-être ça ne va pas un poème d'un vrai poète, je suis surpris par ce que j'ai l'habitude de voir normalement. Et donc, quelque part, je trouve ça quand même de l'apprentissage des choses qu'on n'a pas vues avant, quelque part. Ensuite, sur la mémoire, je ne sais pas si vous savez, mais si vous prenez un modèle de langage très très large, en fait, à quel endroit il y a du stockage? En fait, en réalité, c'est comme nos synapses, il s'agit des petits poids, donc des petits, ce qui serait l'équivalent de la conductivité d'une synapse. Donc, il n'y a pas de stockage, en fait. Et donc, vos démonstrations sur le fait que la mémoire, c'est du stockage, et chez l'humain, ça serait de la capacité, c'est pas tout à fait vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à gérer les hallucinations, parce qu'elles ne sont pas localisées dans ces modèles. Et sur la simplicité, je voulais vous rajouter la troisième, c'est que j'aime beaucoup cette chose, et c'est assez rassurant, mais est-ce que quelque part, dire que tout ce qui ne s'explique pas sans se perdre, ça ne peut pas, comme l'Église, qui parle de miracles quand la science ne peut pas répondre aux raisons? Je peux commencer par la dernière question? C'est super. C'est super. Non, vous avez raison. Alors, pas du tout. Dans mon esprit, en tout cas, dans mon esprit. Je ne compte plus le nombre d'éditos que j'ai faits sur ces gens qui sont opportunément béatifiés par l'Église, si vous voulez, sur ces miracles reconnus par l'Église. Vous savez, quand il y a une guérison un peu improbable comme ça, vous avez un collège paritaire de prélats et de scientifiques qui se réunissent pour constater scientifiquement qu'on est en présence d'un miracle. Le raisonnement étant de dire que c'est une guérison inexpliquée,
Et donc, on essentialise le caractère inexplicable de cette guérison en considérant que si elle est inexpliquée, ça n'est pas qu'elle est temporairement inexplicable, c'est qu'elle est définitivement inexplicable et que par conséquent, nous sommes là en présence d'un miracle. Chaque fois qu'il y a une béatification, une canonisation ou une sanctification à l'Église, l'Église redevient la cour des miracles. Donc, c'est pas du tout ma perspective, si vous voulez, parce que là, on est vraiment dans la pensée magique. Moi, je ne suis pas dans la pensée magique, c'est-à-dire je ne suis pas là à dire il y a en nous quelque chose, un atome transcendant qui ne peut pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas pour moi de célébrer quelque chose de transcendant en nous. C'est beaucoup plus simple que ça. Il s'agit juste de constater qu'aucune synthèse ne permet de faire le tour d'un sentiment. Voyez, donc c'est beaucoup moins ambitieux que ça. C'est pas une façon pour moi de dire Dieu existe. C'est juste une façon pour moi de dire quand on aime, on ne compte pas. Le sentiment ne peut pas faire l'objet d'une computation. Donc voilà, donc il ne s'agit pas pour moi de célébrer comme un miracle une sorte d'élection de l'humanité qui la franchirait de toute technique et qui la rendrait imperméable à toute technique, etc. etc. Non, il s'agit d'insister sur ce qui fait l'humanité de l'humain, c'est-à-dire la singularité. L'unicité et la bizarrerie à la fois, ce mot magique de singulier qui dit l'unique et le bizarre à la fois et qui, pour cette raison, ne fait qu'imparfaitement l'objet d'une synthèse comme un sentiment qu'on voudrait transformer en équation. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et alors du coup, j'ai oublié vos deux premières questions qui étaient super et en particulier, oui, sur la mémoire. Allez-y, allez-y. La mémoire, en fait, dans les modèles, oui. Et après on laissera tomber l'apprentissage pour laisser aux autres, mais sur la mémoire, les modèles de langage, donc le chat GPT, oui. En fait, c'est un modèle avec plein de paramètres et il n'y a pas de stockage. Il n'y a pas de stockage. Donc, votre argument de dire, en fait, la mémoire humaine, c'est une capacité, oui. Eh bien oui, et pas un problème de stockage, bah, il se trouve que dans ces modèles-là, il n'y a pas de stockage. Vous ne pouvez pas identifier à aucun endroit de ce modèle, enfin, sauf quelques cas particuliers, on ne peut pas identifier un endroit précis où c'est stocké. C'est dilué, comme chez nous, c'est dilué dans cet espace de paramètres. Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer, question, que, sans parler de stockage, l'IA a néanmoins accès à l'ensemble considérable des données en question et que ceci peut faire office de stock? Et qu'en somme, les réponses qu'il nous propose ne sont jamais que la computation, l'anastomose, comme dirait Bergson, de données très disparates qui se trouvent quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'un stock à ce compte-là? Certainement, mais je suis d'accord, mais c'était pas le sens de ce que j'avais compris de votre démonstration, puisque effectivement, l'intelligence artificielle de ces modèles larges, ils ont besoin je le dis souvent, besoin des millions de livres ou de millions de girafes pour arriver à dire voilà. Mais c'est pas j'avais pas compris. C'est pas le fait que c'est du stockage, c'est le fait que la façon de travailler du cerveau, qui est plus récursive, n'est pas présente dans ces modèles aujourd'hui. D'ailleurs, la dernière version de ChatGPT, elle est récursive, mais sinon normalement c'est pas récursif. Et donc c'est ça qui fait que nous, on peut généraliser à partir de très peu d'exemples contre quelque chose. Donc, pour moi, l'histoire de stockage versus capacité me posait problème pour ce type de modèle. Parce qu'en philo, pour le coup, c'est une question très importante. En fait, c'est la question de la connaissance. Qu'est-ce qui fait qu'on connaît un autre? Et il y a un très beau texte de Nietzsche où il compare deux modalités de la connaissance. Une qu'il compare à la digestion, qui consiste à transformer du disparate en du déjà connu, et l'autre, pas besoin de faire un dessin, et l'autre dont il assume le fait que, voilà, il dit il existe une façon de connaître les gens qui consiste à les enfermer dans ce qu'on croit savoir d'eux-mêmes, ou à les enfermer dans une catégorie commode, etc., etc., à les assigner à résidence, à les assigner à leur identité, etc. Et il y a une autre façon de connaître les gens, qui consiste, alors Nietzsche emploie la métaphore du toucher à ce moment-là, qui consiste à se faire humble devant l'étonnante singularité d'un individu et à s'intéresser en lui à ce qui en lui relève d'une altérité radicale. Ce n'est pas la même façon de connaître.
C'est-à-dire qu'on ne connaît pas moins bien les individus quand on les touche, quand on les écoute, quand on les sent, que quand on leur parle ou quand on sait ce qu'ils pensent. Et c'est à cette seconde modalité de la connaissance, où l'amour a tant de part, que je fais référence en réalité. Mais je crois qu'on est à l'aube de quantité de travaux sur les différences et les points communs entre la philosophie et l'intelligence artificielle. On est à l'aube de travailler sur cette différence. Mais la différence entre les deux réactive en revanche un vieux trope humaniste qui consiste à dire, certains diront que c'est de la bigoterie, hein, mais qui consiste à dire que les sentiments humains ne font pas, que l'humanité est d'une matière que la machine n'arrive pas à synthétiser. Ah, je ne savais pas. On a une trentaine de membres qui sont connectés à distance parce qu'ils ne peuvent pas être à Paris aujourd'hui. Le commentaire vient de Jean-Baptiste qui nous dit on parle d'IA comme un remplacement de l'homme, mais il ne faut pas peut-être considérer comme une aide de l'homme. L'IA ne doit pas-elle devenir le meilleur ami de l'homme, un peu comme un chien? C'est une question ouverte. À nous tous peut-être. Et je voudrais inviter peut-être pour une dernière question de la salle, Albert, et avec ça on va clôturer. Juste une chose avant la dernière question. Je suis beaucoup plus proche de mon chien que de mon ordinateur. Comme un pianiste, il est plus proche de sa chaise que du clavier. Je suis plus proche de mon chien que d'un ordinateur, ou de mon chat que d'un ordinateur. Je ne sais pas si je réponds là. Alors moi je vois déjà que vous avez mis un petit peu d'eau dans votre vin, si je peux me permettre. Au moment de la sortie de votre livre, vous disiez que ChatGPT ne pourrait jamais écrire une disserte de philo. Oui, j'avais tort. Alors, oui, je crois. Et vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre que le prompt était sans doute pas optimal. Donc là, 1 an après la sortie de votre livre, là, je pense que dans l'Assemblée, on est tous d'accord que l'IA ne pense pas, en tout cas pas ces grands modèles de langue tels qu'ils sont construits aujourd'hui. Néanmoins, ils sont assez puissants. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir des outils intéressants, utilisés par les profs, et en particulier les profs de philo, un petit peu comme sparring partner? Est-ce que 1 an après, quelle est votre position par rapport à ça? Moi, j'ai changé de position parce que j'essaye autant que possible d'être honnête homme et qu'en prof de philo, j'ai mythifié l'exercice de la dissertation et de la problématique parce que j'ai le sentiment que ce métier est en danger et donc j'ai tendance à considérer que la transmission par un prof de philo est irremplaçable, ce que je pense toujours. En revanche, l'honnêteté commande d'admettre qu'un prompt mieux rédigé aboutit à une apparence de problématique et à une apparence de dissertation beaucoup plus aisément qu'on ne peut le penser, si vous voulez. Il n'y a pas là un impossible. À partir de là, deux possibilités, si vous voulez. Si sur fond d'une recette, la machine produit de la problématique, ça signifie que la problématique... Donc, j'ai tort quand je dis que la machine ne peut pas y parvenir. Mais en revanche, mon point demeure. Ça ne signifie pas que les machines pensent. C'est ça que je veux dire. Ça ne signifie pas que les machines pensent. Alors, maintenant, en termes d'aide pour le prof de philo, c'est une super question. C'est une super question. Mais c'est une super... Ben voilà, mais moi j'ai eu 11 au bac. C'est une super question. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage en philo pendant une année? Qu'est-ce que c'est? C'est des questions, c'est des réponses, c'est des échecs, c'est des tentatives. Ce sont des difficultés que l'on surmonte. On gagne en clarté comme on gagne en connaissance. Et c'est un apprentissage au long cours qui suppose d'avoir un guide. Un guide qui ne vous impose pas le chemin puisque les chemins sont déjà là.
mais qui vous apprend à pas tomber dans les glaciers, qui vous apprend à pas vous casser la gueule, qui vous apprend à trouver les meilleurs panoramas. C'est vraiment, le prof de philo, pour ça, est un guide de haute montagne. Et dans cette transmission, je ne vois pas... alors, par exemple, imaginons qu'il suffise d'un prompt de quelques lignes pour obtenir une problématique et qu'ensuite, par duplication, on arrive à produire une disserte entière. Bah, ça prouve juste que l'exercice de la dissertation ne peut plus se faire à la maison. Ça prouve juste qu'il faut, pour apprendre à faire de la philo, se coller à l'exercice sur table, c'est-à-dire faire cette épreuve. Ce que je veux dire, c'est qu'on est constamment menacé par ce que Platon appelle, ce qu'on appelle après Platon le syndrome de Teute, c'est-à-dire la paresse. En peu de mots, à la fin du Phèdre de Platon, le pharaon reçoit la visite du scribe. Et le scribe, Teute, lui dit « J'ai trouvé un moyen de sauver la mémoire ». Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle l'écriture. Et il commence à sculpter, à taper des hiéroglyphes. Et Pharaon lui dit « Non, tu n'as pas sauvé la mémoire, tu viens de sauver l'oubli. » Puisque la plaquette d'argile à laquelle on délègue le soin de se souvenir à notre place, eh bien, c'est précisément, elle s'en souvient pour nous. De la même manière, combien de fois dans la vie prenons-nous en photo quelque chose, non pas pour nous en souvenir, mais pour précisément ne plus avoir à y penser? Vous voyez? C'est-à-dire qu'on augmente la capacité d'oubli, en fait, on augmente la faculté d'oubli. Donc, j'ai tendance à penser que un tel outil, compte tenu du fait que l'épreuve se fait sur table, et que ce sont les capacités savamment éprouvées d'un élève qui a travaillé pendant l'année qui sont récompensées, compte tenu du fait que les devoirs se font sur table, j'ai tendance à penser que c'est un handicap plus qu'une aide pour un prof de philo. Non, bien sûr. Non, je pense que c'est très important de le penser, c'est très important d'y réfléchir, c'est très important de l'intégrer à des problématiques qui sont au programme du bac ou de l'agrég depuis bien avant l'invention de l'IA, de l'intégrer à des problèmes, d'en faire un exemple, de le travailler, mais de s'en servir comme d'un outil ou comme d'un dopant extraordinaire qui soudain nous nantirait de capacités inouïes. En philo, que voulez-vous? En philo, on évalue quand même votre capacité à raisonner ou à produire un raisonnement autonome plutôt que les compétences objectives en termes de savoir et de connaissances que vous avez. Et cette capacité à raisonner, elle reste le privilège du professeur. Que l'IA parvienne, sur fond d'un prompt mieux rédigé que celui qui avait été proposé le jour du bac, à produire une problématique, ne me paraît pas de nature à rendre le professeur substituable. Voilà. Il y a une différence entre le résultat et le chemin qui nous y conduit. Le chemin qui conduit la machine à concevoir une problématique, c'est un prompt de 4 lignes. Le chemin qui conduit un humain à acquérir cette technique, ce sont des mois de travail, de réflexion, d'apprentissage et qui en eux-mêmes me paraissent non négociables. Mais peut-être que je suis un vieux réac de la philo, si vous voulez. C'est pas impossible, hein, je me suis planté sur la problématique. Il se peut que je me plante sur le prof. Je maintiens que les machines sachent faire une problématique ne signifie pas qu'elles pensent. Voilà. Bravo. Merci, c'est fini déjà. Merci beaucoup. On va vous faire descendre du ring. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci infiniment pour votre intervention ce matin.